Orion, le vaisseau spatial extrêmement coûteux de la NASA, est en train de disparaître lentement, un peu comme l'a fait autrefois la légendaire navette spatiale. Puissant, impressionnant et fiable, il n'en reste pas moins, au fond, le symbole d'une technologie vieillissante, progressivement dépassée par des systèmes plus modernes, plus performants et surtout bien plus économiques. Mais la vraie question est la suivante: si Orion venait réellement à être abandonné, qu'est-ce qui pourrait prendre sa place dans les futures missions lunaire? Et contre toute attente, la réponse pourrait bien être Dragon, le vaisseau de SpaceX, conçu à l'origine pour transporter des astronautes vers la station spatiale internationale. Il s'impose aujourd'hui comme la solution de secours la plus crédible de la NASA pour ses ambitions lunaires. Alors, cette idée est-elle vraiment réaliste? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui de Le Quotidien de l'espace. Orion est sans doute l'un des vaisseaux spatiaux les plus tourmentés jamais construits. Il est né dans le cadre du programme Constellation, lancé en 2005 sous l'administration du président George W. Bush, avec un objectif ambitieux: rétablir le leadership des États-Unis dans l'exploration spatiale. Le plan consistait à associer Orion aux lanceurs Ares-1 et Ares-Fin afin de créer un système de lancement à la fois puissant et sûr pour des missions de longue durée vers l'ISS, la Lune ou même Mars. En d'autres termes, Orion devait être un vaisseau polyvalent, un peu comme ce que Starship cherche à devenir aujourd'hui. Mais ce rêve ambitieux s'est rapidement heurté à de sérieux obstacles. En 2010, le programme a été annulé par l'ancien président Barack Obama en raison de coûts astronomiques, estimés à plus de 100 milliards de dollars, d'un développement beaucoup trop lent et des inquiétudes soulevées par le Congressional Budget Office, qui jugeait le projet peu rentable face aux alternatives commerciales. Malgré des milliards déjà engloutis, Orion a alors frôlé l'abandon total. Il n'a été sauvé in extremis que grâce au Congrès et à plusieurs élus déterminés à préserver une capacité nationale de vols habités pour la NASA. 100 milliards de dollars, c'était un chiffre vertigineux. Mais à l'époque, cela paraissait encore raisonnable, si on le comparait au programme de la navette spatiale, dont le coût total avait avoisiné les 200 milliards de dollars. Et c'est probablement pour cette raison qu'Orion a réussi à survivre. Après avoir été mis en suspens, Orion a connu une profonde restructuration à partir de 2010. Le programme a été réorienté vers le nouveau Space Launch System de la NASA et intégré au programme Artemis avec un objectif clair: les missions habitées vers la Lune. En 2014, Orion a enfin réalisé son premier vol d'essai inhabité, Exploration Flight Test 1, lancé au sommet d'une fusée Delta IV Heavy. Le vaisseau a atteint une altitude de 5800 km, permettant de tester son bouclier thermique et son système de parachute. Le test a été concluant, prouvant qu'Orion pouvait survivre aux conditions extrêmes d'une rentrée atmosphérique depuis une mission lunaire. C'est précisément ce qui explique, 8 ans plus tard, le succès retentissant d'Artemis 1 en 2022. Puissant, fiable et éprouvé, les capacités d'Orion ne font aucun doute, mais le problème a toujours été le même: son coût. Depuis 2006, le programme Orion a englouti environ 20,4 milliards de dollars, soit en moyenne plus d'1,1 milliard par an, en grande partie à cause de défis techniques et de multiples modifications de conception après l'abandon de Constellation. Et aujourd'hui, la pression monte à nouveau. Dans la proposition budgétaire pour l'exercice 2026, l'administration du président Donald Trump a suggéré une réduction de 24% du budget de la NASA, le faisant passer de 24,8 à 18,8 milliards de dollars. L'objectif serait de mettre progressivement fin à la fois au SLS et à Orion après Artemis 3. Le plan est clair: se tourner vers des vaisseaux commerciaux moins coûteux afin de réduire les dépenses et d'encourager davantage la concurrence privée. Avec ce changement de stratégie, l'attention se tourne naturellement vers une entreprise qui a déjà fait ses preuves, SpaceX et son vaisseau Dragon. Pourquoi? Depuis 2020, Dragon a déjà mené plus de 50 missions, transportant aussi bien des équipages que du fret vers la Station spatiale internationale, avec un taux de réussite de 99%. Est-ce que le Starliner de Boeing peut en dire autant? Clairement non, et en matière de coût, l'écart est frappant. Le développement de Dragon n'a coûté qu'environ 3,2 milliards de dollars, dont 2,6 milliards financés par la NASA via ses contrats. Résultat, chaque lancement est bien moins cher qu'un vaisseau qui a déjà englouti plus de 20
20 milliards de dollars et ce n'est toujours pas fini. Mais soyons honnêtes, voler vers l'ISS et voler vers la Lune sont deux défis totalement différents. Sortir de l'orbite terrestre basse nécessiterait des améliorations majeures, en particulier pour Crew Dragon. Au fond, l'architecture des vols spatiaux repose sur une chose essentielle, le coût énergétique, ou ce que les ingénieurs appellent le delta-v, c'est-à-dire la variation de vitesse nécessaire pour accomplir une mission. Pour un aller-retour vers la Lune, il faut environ 6 km par seconde de delta-v. Aujourd'hui, Crew Dragon ne dispose que d'environ 2,5 km par seconde grâce à ses propulseurs Draco. Très loin du compte, la première étape serait donc une mise à niveau du système de propulsion. Vient ensuite le bouclier thermique. Lors d'un retour depuis l'orbite lunaire, la vitesse de rentrée atmosphérique atteint environ 11 km par seconde. Et là, bonne nouvelle, le bouclier PKX de Dragon est conçu pour supporter précisément ce type de vitesse, et ce depuis 2010. De son côté, Orion utilise l'Avcoat, un matériau plus ancien et plus lourd, hérité du programme Apollo. Il a certes fonctionné lors d'EFT-1 et d'Artemis Empt, mais avec une ablation de 40 à 60%, une surface fortement carbonisée et surtout une impossibilité totale de réutilisation. À l'inverse, le PKX est environ 30% plus léger que l'Avcoat. Il a déjà passé avec succès des essais au jet de plasma sur Terre à des vitesses de 11 km par seconde et il est conçu pour être réutilisé entre 3 et 5 fois. Autrement dit, Dragon n'a pas besoin d'un nouveau bouclier thermique, seulement d'un véritable essai en conditions de vol. Vient ensuite le système de support vie. Le vaisseau doit être capable de maintenir les astronautes en vie et dans des conditions acceptables pendant toute la durée de la mission. Selon plusieurs rapports, Dragon peut aujourd'hui soutenir un équipage de 4 personnes pendant environ 7 à 10 jours, comme l'a démontré Polaris Dawn, une mission privée de 5 jours commandée par Jared Isaacman. Cela pourrait s'avérer insuffisant pour une mission lunaire complète. À titre de comparaison, Apollo était certifié pour 14 jours, Orion pour 21 jours et la plupart des missions Apollo ont duré entre 8 et 12,5 jours. Techniquement, Dragon pourrait donc s'en sortir, mais avec un équipage réduit à 2 astronautes et une marge d'erreur très limitée. Pour y parvenir, il faudrait augmenter les capacités du système de support vie, oxygène, eau et système d'élimination du CO2, ce qui implique inévitablement plus de masse et moins d'espace habitable. Le volume pressurisé de Dragon n'est que de 9,3 mètres cubes. C'est peu, mais suffisamment pour accueillir jusqu'à 7 personnes. Dans le cadre d'une mission lunaire, optimiser cet espace pour seulement 2 astronautes serait logique en libérant du volume pour les consommables et les systèmes critiques. En résumé, si SpaceX parvient à résoudre le défi du delta-v et à renforcer l'endurance du système de support vie, Crew Dragon pourrait réellement devenir une solution lunaire à court terme, plus rapide et bien moins coûteuse que tout ce que la NASA propose aujourd'hui. Alors, imaginons que Dragon ait été modernisé. Concrètement, comment pourrait-il remplacer Orion pour une mission lunaire ? Bien sûr, si Orion venait à être abandonné, Dragon ne pourrait pas simplement être lancé sur le SLS. Les interfaces d'amarrage sont totalement différentes. Les seuls lanceurs réellement logiques seraient donc Falcon 9 ou Falcon Heavy, et entre les deux, Falcon Heavy s'impose clairement comme la meilleure option pour envoyer Dragon vers la Lune. Voici comment cela pourrait fonctionner de la manière la plus simple et la plus réaliste possible. Falcon Heavy, propulsé par 27 moteurs Merlin, développe plus de 22 millions de newtons de poussée, suffisamment pour placer jusqu'à 63 tonnes en orbite terrestre basse à environ 200 km d'altitude. Un Dragon entièrement chargé, même avec sa coiffe de protection et son adaptateur, pèse moins de 16 tonnes. Autrement dit, à peine un quart de la capacité du lanceur avec une marge plus que confortable. Une fois en orbite basse, l'étage supérieur de Falcon Heavy, optimisé pour le vide, pourrait se rallumer afin d'accélérer de 7,8 km par seconde à environ 11 km par seconde, la vitesse nécessaire pour s'échapper de la gravité terrestre et prendre la route de la Lune. Cette manœuvre clé, appelée injection translunaire, pourrait être réalisée entièrement par le deuxième étage existant, sans propulseur supplémentaire ni séquence complexe de ravitaillement. À l'approche de la Lune, les propulseurs Draco de Dragon prendraient le relais pour les ajustements fins et l'insertion orbitale.
Ils sont petits, certes, mais largement suffisants pour effectuer des corrections précises et guider le vaisseau vers une orbite lunaire stable. Comparé au SLS de la NASA, capable d'envoyer jusqu'à 95 tonnes en orbite basse, Falcon Heavy est plus légère et plus simple, mais elle est surtout bien moins coûteuse et largement réutilisable. Là où le SLS nécessite un étage supérieur additionnel pour propulser Orion vers la Lune, Falcon Heavy s'appuie sur son deuxième étage standard, une architecture déjà testée et éprouvée au fil de nombreuses missions. En clair, Dragon lancé par Falcon Heavy ne serait pas seulement possible, ce serait une solution élégante, efficace et économiquement rationnelle.